toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition de 20h. Tout de suite, le sommaire. Dans l'actualité ce 27 mars, le ras-le-bol des familles des jeunes mis en cause dans l'affaire de la mort du policier Fodé Ndiaye. Toujours pas de procès, 2 ans après sa disparition. Les proches des détenus n'en peuvent plus d'attendre. Ils ont organisé un sit-in ce jeudi pour manifester leur colère. Hissène Habré bénéficiera d'un procès exemplaire. L'assurance est du ministre de la Justice que vous entendrez dans ce journal. La dépénalisation des délits de presse, encore et toujours un frein à l'édition du nouveau code de la presse. Le Synpics ne démord pas. Il vient d'organiser un atelier de 2 jours pour se pencher sur la relecture du document Bible du journaliste. Ce 27 mars est célébrée la journée mondiale du théâtre. Actualité oblige, notre focus du jour portera sur le monde du 6e art qui a perdu son lustre d'antan. Le théâtre n'éduquerait plus. Vous en saurez un petit peu plus dans cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Nous reparlons de l'affaire de la mort du policier Fodé Ndiaye 2 ans après sa disparition. Les jeunes prévenus attendent toujours la tenue du procès, une situation insupportable pour les familles. Elles ont organisé un sit-in ce jeudi pour manifester leur colère. Soutenus par certains rappeurs, les parents des détenus comptent porter le combat à l'international avec une plainte annoncée contre la justice sénégalaise et une autre contre les gardes pénitentiaires pour actes de torture. Daoudasso Modoudio. Non à l'injustice. Le maître mot chez ces populations de Colobane, elles ont tenu un sit-in devant la maison d'arrêt de Rebeuss pour annoncer une plainte contre policiers et gardes pénitentiaires. On va porter plainte contre la justice sénégalaise, on va porter plainte contre les pénitenciers qui ont eu à torturer ces jeunes qui sont en prison, toutes les maltraitances, parce qu'il y a des documents, il y a des dossiers médicaux. Familles, amis et proches sont tous au rendez-vous, même les camarades relaxés dernièrement pour la même affaire. Un d'entre eux raconte leurs conditions de détention. Si je dois porter plainte, ce sera plutôt contre la DIC parce que c'est là-bas qu'on nous a le plus torturés. La plupart de nos blessures proviennent de notre détention à la DIC. Nous n'implorons pas le gouvernement, mais nous lui rappelons tout simplement. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils sont à l'origine de tout cela. C'est eux qui venaient manifester à la place de l'Obélisque pendant la campagne électorale. Parmi les jeunes arrêtés pour la mort du policier Fodé Ndiaye, 3 ont déjà bénéficié d'un non-lieu. Les 3 autres attendent d'être jugés en cour d'assises. On lance encore l'appel à l'Amnesty International. On lance l'appel à la RADDHO, aux sociétés civiles. Et nous allons saisir l'opinion internationale pour la liberté de ces jeunes qui ont dit que non, jamais ils ne seront à l'assise parce que les assises c'est pour les criminels et eux ils sont innocents. Nous appelons les organisations des droits humains pour qu'ils viennent nous soutenir. Après 2 années de détention des jeunes de Colobane, leurs proches continuent d'exiger leur libération, mais aussi leur dédommagement par les autorités sénégalaises. Direction Taré, dans le département de Gandiol, les populations ont battu le macadam pour exprimer leur colère. Et pour cause, l'eau, l'électricité et les infrastructures font défaut dans cette contrée. Les habitants menacent de boycotter les prochaines élections locales si rien n'est fait. Tchernofal. Ces populations sont aujourd'hui dans la rue pour dénoncer les conditions très difficiles dans lesquelles elles vivent depuis des années dans leur village qui se trouve dans la zone des Niayes. Cette localité qui produit beaucoup de légumes ne dispose pas de bonnes routes ni d'électricité indispensable à son développement. Le Gandiol produit des milliers de tonnes de légumes. Mais regardez, c'est comme si on était en néolithique. La piste est périlleuse et débranlée. Ainsi, nos femmes sont exposées en cas d'évacuation. Les camions qui transportent la production souffrent de l'état de la piste. Il n'y a pas d'électricité. Dans le domaine de la santé, les femmes de Taré sont obligées de se rendre à Potou où elles rencontrent parfois beaucoup de problèmes pour se faire soigner. Face à toutes ces difficultés, les villageois interpellent le président Macky Sall et son gouvernement à travers le PSE. Nous invitons son Excellence, M. Macky Sall,
à travers son plan Sénégal émergent, à faire de la zone des Niayes sa superposition. Nous voulons avoir une route goudronnée qui relie Tassinère à Potou. Nous voulons l'électrification de nos villages respectifs. Après cette marche, les Gandiolais ont prévu de recourir à d'autres méthodes plus efficaces pour montrer leur mécontentement. Ils promettent de boycotter les élections locales qui arrivent dans 3 mois si d'ici là, leurs doléances ne sont pas satisfaites. À Matam, c'est une crise qui s'est déclarée au sommet de l'Agence régionale de développement. Admis à faire valoir ses droits à la retraite, le directeur refuse de lâcher prise et pour légitimer sa décision, il s'appuie sur une délibération du Conseil. Une excuse qui, du coup, lui permet de prolonger son contrat jusqu'à la fin du mandat des élus locaux. Le président du Conseil d'administration exige le respect de la législation. Ali Bandelnian. C'est un véritable bras de fer au sommet de l'Agence régionale pour le développement de Matam où rien ne va plus entre le directeur et son président du conseil d'administration. Abdoulaye Dramé, qui s'appuie sur la fin du contrat du directeur, admis à faire valoir ses droits à la retraite, exige purement et simplement son départ. Une question d'ailleurs d'un administrateur. Maintenant, monsieur le gouverneur, est-ce que vous pouvez nous édifier sur le sort de l'ARD? Et curieusement, le gouverneur répond en disant oui. Sans le contrat, le directeur peut continuer à assurer le fonctionnement de l'ARD. La tenue de la dernière réunion du conseil d'administration n'a pas permis de vider ce contentieux. Alioune Blaise Mbeng, pour ne pas le nommer, estime que le PCA a tout simplement été désavoué. En relation avec un certain M. Gaye, qui se dit syndicaliste, je rappelle qu'au niveau de l'ARD, il n'y a aucun syndicat. Il s'est soldagé avec le président pour venir à l'encontre de la position du directeur. C'est dans ce cadre que le gouvernement a demandé de revoir le contrat du directeur. Et après, le conseil d'administration s'est réuni pour confirmer sa position et dire au président que nous avons décidé de maintenir le directeur. Et le président a voulu passer outre. Mon attention a été attirée par le fait que ce contrat n'a jamais été signé. Donc depuis août 2012 jusqu'à nos jours, le directeur de l'ARD fonctionne illégalement, irrégulièrement au niveau de l'ARD. Ce que j'ai voulu corriger en convoquant une session extraordinaire aujourd'hui. En tout état de cause, le climat se détériore de plus en plus dans ce service en charge de la supervision et du contrôle du développement économique de la région de Matam. Une crise latente dans laquelle les syndicalistes de la FGTS désapprouvent l'actuel directeur dont il exige le départ. Relecture du nouveau code de la presse par les professionnels des médias, le Synpics mène un plaidoyer pour l'adoption de ce texte. Et depuis 4 ans, le principal point d'achoppement reste toujours l'article relatif à la dépénalisation des délits de presse. Les syndicalistes n'entendent pas lâcher prise. Cet atelier de 2 jours sera une occasion de revisiter tout le code. Cher Abdourhadir Mbakesek et Tierno Laurent Mendy. Les journalistes relisent le nouveau code de la presse, une nouvelle charte des professionnels de l'information qui tarde à être adoptée à l'Assemblée nationale depuis 4 ans. Maintenant, la nécessité de relire le code, parce que simplement, ça fait des années qu'il est là, ce projet, il n'est pas voté. Nous avons jugé utile que nous autres professionnels, que nous nous réunissions pendant ces 2 jours, que nous en discutions pour faire avancer les choses. Le principal point de controverse est relatif à la dépénalisation des délits de presse. Malgré la réticence des députés, le Synpics ne compte pas reculer. Le code est un tout global. Il ne faudrait pas en extirper une partie pour pouvoir faire l'affaire. Donc je pense qu'il faut en toute lucidité le relire intégralement, l'articuler. Sinon, on risque de le désarticuler en extirpant une partie sans tenir compte des autres parties qui étaient vues comme des concessions accordées par la corporation pour que la question de la dépénalisation puisse passer. Pour les professionnels, ce nouveau code permettra de régulariser la profession de journalisme. On définit pour une première fois l'accès à la profession, on parle de l'entreprise de presse, comment elle doit être configurée, on parle même de la presse en ligne, on parle d'autres secteurs, etc. Même de la presse, du Haut Conseil de l'audiovisuel, etc., etc. Le code n'a pas été lu par tout le monde. Le code est pour le redressement de la presse, du métier des journalistes. Donc vraiment, ça va nous donner l'occasion de faire comprendre aux gens que la dépénalisation est une petite partie du code de la presse. Après cet atelier de 2 jours, les professionnels des médias envisagent d'organiser un séminaire avec les parlementaires, une manière de les convaincre pour l'adoption de ces textes à l'hémicycle.
Nous parlons de tout à fait autre chose à présent, de cybercriminalité avec ce chiffre alarmant, 90%. C'est le taux de piratage des logiciels au Sénégal, des statistiques avancées par Microsoft. Des chiffres qui inquiètent les experts. Selon eux, de nombreuses entreprises sont menacées. Il faut agir. Nous écoutons Juanito Adedze. Il est chargé de distribution Microsoft en Afrique de l'Ouest. Il est au micro de Fatima Ba. Aujourd'hui, on est dans un monde connecté. On est dans un monde globalisé. Donc le Sénégal n'est pas à l'abri de ces cyberattaques. Le taux de piratage au Sénégal de nos logiciels avoisine les 90%. Au-delà de cette enquête, ce qu'on peut retenir, c'est combien ça coûte. Combien tous ces dégâts coûtent. Et c'est beaucoup d'argent, beaucoup de milliards qui sont dépensés pour ça. Comment éviter tout cela? C'est éviter les prix trop beaux pour être vrais, exiger des logiciels authentiques, éviter que chacun emmène son logiciel et l'installe dans le bureau dans le réseau de l'entreprise. Affaire Hissène Habré, l'ancien président tchadien bénéficiera d'un procès exemplaire sur les plans de l'organisation comme de l'instruction, l'assurance et du ministre de la Justice. Maître Sidiki Kaba d'ajouter que pour mériter la confiance de l'Afrique, le Sénégal doit faire de la tenue de ce procès un défi à relever. Plus de précisions, c'est avec le ministre de la Justice au micro de Binta Ndiaye. Ce que je peux vous assurer, c'est trois choses. Hissène Habré, bénéficie de la présomption d'innocence. 2, il a été demandé au Sénégal, au président Macky Sall, de faire en sorte que ce jugement ait lieu au nom de l'Afrique. Et le Sénégal organise tout ce qu'il faut pour que ce procès soit exemplaire, tant du point de vue de l'organisation, tant du point de vue de l'instruction. Et 3, si d'aventure un procès doit avoir lieu, parce que ce sont les juges d'instruction qui vont le déterminer, au regard des commissions rogatoires qu'ils ont faites, au regard aussi de l'instruction et des déplacements qu'ils ont eu à faire en N'Djamena. Sur l'ensemble des dossiers, si d'aventure ce procès doit avoir lieu, nous assurons que ce procès va assurer les meilleures conditions pour son organisation, mais également que ce procès puisse satisfaire l'ensemble des normes et garanties internationales qui est offerte à tout justiciable. L'aviculture, un secteur qui se porte bien au Sénégal avec plus de 30 000 emplois créés, un chiffre d'affaires d'environ 200 000 milliards de francs CFA. Mais pour ceux qui s'activent dans ce domaine, notre pays peut mieux faire. Comparé au Maroc et à d'autres pays voisins, la consommation d'œufs et de poulet peut augmenter. Aminata Mbaresso, Diafaraba. L'aviculture, une filière en plein essor au Sénégal. En quelques années, le secteur a créé plus de 30 000 emplois. Aujourd'hui, nous avons une capacité en production de poussins au Sénégal de 60 millions de poussins. Nous en avons produit 25 millions l'année dernière. Nous avons des capacités d'usines d'aliments. Aujourd'hui, l'aliment n'est plus importé. Nous avons, la filière avicole a créé 30 000 emplois aujourd'hui et nous espérons en faire beaucoup plus les années à venir. Et la filière avicole a investi aujourd'hui plus de 250 milliards de francs CFA et fait globalement un chiffre d'affaires de 200 milliards. Cet élan de développement est tout de même freiné par une faible consommation des produits issus de l'aviculture. La consommation, on peut dire, elle reste encore faible. On est autour de 3,75 kg, moins de 4 kg par habitant. Là où au Maroc, ils sont à 17 kg, on en vient comme ça. Là où la moyenne en Europe est de 24 kg. Et aux États-Unis, c'est le pays où on consomme le plus de poulet, pour des raisons essentiellement sanitaires aussi. Le gouvernement du Sénégal promet de mieux soutenir le secteur. Cette interdiction, c'était lié à la grippe aviaire. Aujourd'hui, la grippe aviaire, jusqu'en 2008, donc, avait commencé à ne plus être vue quelque part. Mais je pense qu'en 2013, ça a réapparu au niveau de certains pays, ce qui justifie que nous devons encore continuer à maintenir cette mesure. La création d'un centre de formation en aviculture est prévue à Mbao. Le Sénégal importe au moins 200 000 tonnes de maïs destinées à la nourriture de la volaille. Les producteurs encouragent l'État du Sénégal à augmenter la production locale de maïs.
Les députés renforcés dans l'accomplissement de leur mission à travers le lancement d'un programme d'accompagnement parlementaire et d'engagement citoyen. Le nom du programme, c'est le PASS. Son objectif, rapprocher parlementaires et citoyens. Et pour ce faire, des forats régionaux, mais aussi des caravanes de sensibilisation seront organisées partout dans le pays à l'intention des députés. Financé par l'USAID, le PASS est porté par de nombreuses organisations citoyennes. Daouda Sow, Mohamed Dian. Financé par l'USAID à hauteur d'1 600 000 $, soit 800 millions de francs CFA. Il compte promouvoir une meilleure gouvernance parlementaire inclusive. Le projet PACE aidera la société civile et l'Assemblée nationale à avoir une meilleure compréhension des rôles et responsabilités de chacun dans une démocratie forte. Mieux faire connaître l'Assemblée nationale aux citoyens passe forcément par une interaction entre ces derniers et les parlementaires. Le PASS, programme d'accompagnement parlementaire et d'engagement citoyen, se veut être ce cadre de renforcement des capacités de l'institution. Nous allons organiser une série de rencontres entre les parlementaires jeunes et les parlementaires à la base, entre les parlementaires femmes et les parlementaires et les femmes à la base, de sorte que les citoyens maîtrisent davantage le Parlement et comprennent un peu les missions qui lui sont confiées, de sorte à pouvoir adhérer à ces missions-là et accompagner le Parlement. En partenariat avec 6 organisations citoyennes, PASS prévoit des forats régionaux et des campagnes de sensibilisation. Le concept Wax Accès Député est aussi une composante du projet. Nous essayons de mettre en place des espaces pouvant permettre les jeunes qui sont à la base de rencontrer leurs députés. On le fait dans chaque région pour que les jeunes de ces régions-là puissent porter le débat avec les jeunes parlementaires afin que ces parlementaires soient des relais au niveau du Parlement des préoccupations des jeunes. Le programme d'accompagnement parlementaire et d'engagement citoyen va durer 18 mois. Le PASS vise surtout les jeunes députés et les femmes parlementaires. Une formation diplômante est aussi prévue dans le cadre de ce projet pour les députés qui le souhaitent. Ce 27 mars est célébrée la journée mondiale du théâtre. Alors, actualité oblige, notre focus du jour porte sur le monde du 6e art. Aujourd'hui, le théâtre sur planche tend à disparaître. Une situation critique qui, malgré tout, ne décourage pas les passionnés du métier. Les comédiens sollicitent l'appui de l'État pour la relance de leur art. Adi Atala, Mardien. Il est devenu rare de voir des artistes comédiens se produire sur des planches. Ils ont presque déserté ces estrades pour des plateaux de télévision pour la plupart. Selon certains acteurs, ce phénomène ne peut en rien tuer le théâtre. Le théâtre au Sénégal prend un essor. Le théâtre est en train de connaître une éclosion. C'est le souhait de tout artiste aujourd'hui de planche de se retrouver demain sur la petite lucarne, de se retrouver demain à la télévision, de participer à des séries, de faire de grands films, etc. C'est le souhait. Parce qu'aujourd'hui, les comédiens n'ont pas déserté les plateaux, les planches. C'est le public en fait qui, avec la complicité indirecte des diffuseurs, qui désertent les planches. Ces hommes de l'art déplorent l'absence de soutien de l'État qui risque de plomber la promotion du théâtre. Ils souhaitent la mise en place d'une bonne politique d'accompagnement du secteur. La première chose à déplorer, l'État n'accompagne pas les créateurs de théâtre. Voilà. Mais sinon, nous enregistrons de façon permanente et régulière des troupes qui viennent adhérer au sein des arts. La question se pose au niveau de la visibilité au niveau international et national. Et ça, c'est le rôle de l'État aussi qui doit accompagner les comédiens. Il y a un problème de distribution. C'est pourquoi je dis que l'État doit pouvoir appuyer les acteurs pour pouvoir écouler leurs produits. Les acteurs ont en outre demandé l'assainissement du secteur miné par la prolifération de la piraterie et les exploitations clandestines. Alors, qui est comédien, qui est humoriste? Une question à laquelle il est difficile de répondre de nos jours, tant les rôles peuvent être confus. Pourtant, ce sont deux personnages différents, aussi bien dans leur formation que dans leur manière de jouer du théâtre. Dissa Prera, Younous Diata. La comédie est un art. Être comédien, ça s'apprend. Il faut assimiler des techniques de jeu. Mais difficile de nos jours de faire la dichotomie entre l'humoriste et le comédien. Tout le monde peut être humoriste, mais pour être comédien, il faut être formé à faire de l'interprétation.
Donc il y a ceux qu'on appelle ceux qui font le stand-up par exemple. On se met devant un micro, on fait rire les gens. Ces gens-là, si on leur demande de jouer le rôle d'un vieillard, ils ne peuvent pas composer le rôle d'un vieillard. On leur demande de jouer un souffle, une respiration. Ils peuvent ne pas le faire. Alors que le comédien, lui, il prend un texte, il prend un personnage, il le forme, il lui donne une identité, il lui donne un poids et il joue sur scène. Entre la comédie et l'humour, la frontière est ténue. Un comédien peut faire de l'humour, mais l'humoriste n'est pas forcément un comédien. Nous avons des comédiens qui sont humoristes. Quelqu'un comme Kader, qui est comédien, formé à l'École nationale des arts, membre des Gueule Tapée et un membre des 7 courses, et qui à un moment a décidé de faire une carrière en tant qu'humoriste. Là, quand il est humoriste, il n'est pas comédien. Il a fait le choix de ne pas composer un personnage, ou bien même quand il compose un personnage, il ne va pas jusqu'au bout. Il raconte des blagues, il crée de la dérision. Il y a des comédiens qui peuvent être dans des situations d'humoristes, mais tous les humoristes ne sont pas des comédiens. Comédiens et humoristes, deux statuts proches mais très différents. Une différence pas toujours facile à distinguer pour les non-initiés. Le 6e art, aujourd'hui au cœur d'une polémique, autrefois réputée pour faire passer un message éducatif, l'humour a-t-il pris le pas sur la fonction didactique du théâtre? Alors qu'en pensent les Sénégalais? Le théâtre, un vecteur du savoir ou un simple divertissement? Élément de réponse avec Fatima Thiam et Younous Diatta. Le théâtre était un moyen d'éducation que les Sénégalais utilisaient pour passer des messages, sensibiliser et éveiller les consciences. Aujourd'hui, les pièces de théâtre ne remplissent plus ces fonctions. Pour ce qui est du théâtre, ce que nous constatons, c'est qu'il y a une différence maintenant. Parce que le théâtre, quand même, c'est un art que les gens doivent étudier pour pouvoir maintenant l'utiliser convenablement. Ça ne doit pas être un fonds de commerce. Ce que nous constatons, avant, le théâtre, dans notre société, était utilisé pour éduquer. Le théâtre actuellement ne peut rien apporter à la jeunesse d'aujourd'hui par rapport à ce qui se passait avant. Ça pouvait nous apporter quelque chose de positif, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. J'estime que le théâtre d'avant était beaucoup plus éducateur, beaucoup plus pudique. L'ancien théâtre était vraiment magnifique, quoi. Un avis qui n'est pas partagé par tous. Pour cet homme, le théâtre donne toujours de bonnes leçons au public. Le théâtre d'aujourd'hui est beaucoup plus significatif par rapport aux réalités de la vie de la population. Si la population, surtout jeune, pouvait profiter des thèmes du théâtre d'aujourd'hui pour en faire de ça un courant de vie, ça serait meilleur. Éduquer, enseigner ou sensibiliser, telles étaient entre autres des fonctions dévolues au théâtre. Des fonctions qui disparaissent peu à peu pour laisser la place qu'aux humoristes. Logiquement, il faut un théâtre pour faire du théâtre. À Dakar, on ne trouve que 2 lieux réservés à l'expression de cet art, Sorano et le Grand Théâtre. Le Grand Théâtre qui a la cote en ce moment, ces derniers temps, mais il ne fait pas encore le bonheur des comédiens. Pour les artistes, l'architecture de ce lieu n'est pas adaptée aux exigences des représentations théâtrales. Aminata Mbaresso. Des prestations musicales, des manifestations politiques, des soirées anniversaires, on en voit fréquemment au Grand Théâtre. Et le monde théâtral dans tout ça? C'est vrai qu'il y a eu des créations qui ont été faites là-bas, mais c'est minime par rapport au nombre de soirées musicales qui ont été organisées au Grand Théâtre. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Nous ne sommes pas bien organisés. Nous n'avons pas de staff assez professionnels autour de nous pour préparer un spectacle de haut niveau, un spectacle bien fait sur tous les plans pour s'engager dans des salles comme le Grand Théâtre. En dehors du manque de moyens évoqué par ces comédiens, l'architecture du Grand Théâtre ne favorise pas des prestations. Le Grand Théâtre est construit à la manière, disons, chinoise, c'est européen à la limite. C'est une salle qui fait 1800 places. Donc c'est très très compliqué pour faire du théâtre, parce que le théâtre se fait là, physiquement. C'est moi, c'est le public. Le théâtre ne peut pas se faire avec un micro, etc. etc. On n'a pas un public quand même qui a la culture d'aller dans les salles pour suivre Lamarana, pour suivre Saner, pour suivre tant d'autres personnes. Ce qui manque
il l'a dit, c'est au sommet de l'État. C'est l'aide de l'État qui manque aux artistes et le professionnalisme et l'organisation autour de nous. Pour le journaliste culturel Alioune Diop, il urge de trouver un contenu pour le Grand Théâtre. Le Grand Théâtre n'a pas de troupe. On a peu de compagnies privées, presque plus de compagnies privées. On n'a que le théâtre dit populaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut proposer au Grand Théâtre? Pour un programme annuel, ça risque d'être fermé tout le long de l'année. Les comédiens appellent ainsi à une synergie des forces pour faire revivre le théâtre. Et nous passons à l'actualité hors de chez nous. En Guinée, les autorités sanitaires aidées par l'OMS et Médecins sans frontières intensifient ce jeudi la lutte pour enrayer la propagation de l'Ebola, une maladie contagieuse et le plus souvent mortelle. La fièvre Ebola a déjà provoqué la mort de 63 personnes depuis le mois de janvier. En Côte d'Ivoire, première comparution de Charles Blé Goudé à la CPI. Juste à côté, en Égypte, démission de Abdel Fattah al-Sassi, candidat à la présidentielle. Le point avec Ibrahima Kane. Au total, selon le ministère guinéen de la Santé, sur 88 cas de fièvre hémorragique virale détectés dans le sud du pays, il y a eu 63 décès depuis le mois de janvier, soit un taux de létalité de 71,5%. La ville de Guékédou est la plus touchée avec 45 décès sur 61 cas détectés. Depuis l'annonce il y a une semaine de l'épidémie, les autorités sanitaires guinéennes et les organisations internationales présentes dans le pays, au premier rang desquelles l'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières, multiplient les actions pour circonscrire l'épidémie et renforcer leurs équipes sur le terrain. Charles Blé Goudé a comparu pour la première fois ce jeudi matin devant la Cour pénale internationale. Une audience très formelle qui a permis à ce proche de Laurent Gbagbo de dévoiler son état d'esprit. Je cite, « Je suis heureux d'être là pour que la vérité soit sue », a-t-il assuré. Charles Blé Goudé est accusé de crimes contre l'humanité. Il a expliqué comment, depuis son arrestation au Ghana en janvier 2013, ses droits élémentaires ont été violés. Le chef des jeunes patriotes a donc dénoncé sa détention, puis la façon dont il a été livré à la CPI la semaine dernière par les autorités ivoiriennes. Son avocat a annoncé son intention de demander une mise en liberté provisoire et la juge a fixé au 18 août prochain la date d'audience de confirmation des charges qui pèsent sur l'ex-chef des jeunes patriotes de Laurent Gbagbo. En Égypte, Abdel Fattah al-Sassi a démissionné jeudi de son poste de ministre de la Défense au lendemain de l'annonce de sa candidature à la présidentielle pour laquelle il est donné grand favori. Sans surprise, les frères musulmans se sont inquiétés de cette annonce. Il n'y aura pas de stabilité en Égypte sous une présidence du maréchal Sassi, ont-ils indiqué. Ce dernier a remis au Conseil des ministres sa démission de ses postes de ministre de la Défense et de vice-premier ministre, selon l'agence officielle MENA. Dans son allocution télévisée, il a promis de continuer à combattre tous les jours pour une Égypte stable, débarrassée du terrorisme. Architecte de la répression visant les frères musulmans qui avaient remporté tous les scrutins depuis la chute d'Hosni Moubarak en 2011, le maréchal Sassi est loin le grand favori de cette élection présidentielle. Nous ouvrons cette page des sports avec du judo au niveau de la fédération. Le brouillard s'épaissit de jour en jour malgré la tenue d'une assemblée générale pour dissiper les malentendus. Toujours pas de terrain d'entente. Le collectif accuse la tutelle de semer la zizanie. Compte rendu, Chertidiane Dion, Papraline Ndiaye. La famille du judo sénégalais toujours dans l'imbroglio. 6 jours après l'Assemblée générale extraordinaire du CNJ, la bande à Moussa Sarr s'insurge en bouclier dénonce. En tant que doyen, en tant que quelqu'un qui cherche à unir la famille judo, c'est pourquoi j'avais pris une solution de sortie de crise. À savoir que le travail qui a été là-bas, à mon avis, a été escamoté. Le ministère des Sports est mis en accusation dans la division de la famille du judo. Au moment où le ministère mettait en place le CNJ, au moins les gens se voyaient, s'entendaient, il n'y avait pas la projection d'une deuxième fédération. Aujourd'hui, puisque le ministère a observé des anomalies, il a mis en place un CNJ. C'est bon pour réunifier la famille du judo. Mais tout le monde a constaté aujourd'hui que la famille du judo ne s'est pas réunie. Il y a eu au moins 66 personnes qui n'ont pas accepté les textes-là. Sur les 66, il y a 11 qui ont voté et les 44 ont dit non, nous on ne vote pas. C'est-à-dire le ministère a un candidat, il s'appelle Babacar Wade.
c'est le candidat du ministère des Sports. Depuis 1 an et quelques mois, la famille du Boudoka est au bord de l'implosion. Pour taire ses querelles intestines, les anciens collaborateurs tendent la main aux autres. Envoyer les documents et statuts au niveau du ministère de l'Intérieur sous couvert de la tutelle, donc le ministère de la Jeunesse et du Sport. Troisièmement, renvoyer les clubs dans les régions pour créer les ligues. Parce que ce sont les ligues qui créent la fédération. L'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de judo est prévue dans quelques semaines. Cependant, il y a risque d'avoir 2 fédérations si la tutelle et le CNJ continuent toujours de jouer la carte de l'indifférence. Du football avec ce nom El Hadj Adama Mbaye ou l'arme offensive de l'AS Pikine. Deuxième meilleur buteur du championnat avec 7 buts, l'attaquant pikinois a grandement contribué à la première place de sa formation. Une performance honorable pour ce joueur qui n'est pas un buteur de formation. Abdoulaziz Kane, Thierno Laurent Mendy. Si l'AS Pikine est actuel leader du championnat, elle le doit en grande partie à El Hadj Adama Mbaye. L'attaquant a encore frappé face à Djambar, marquant son 7e but de la saison. Une performance notable pour Adama Mbaye qui n'est pas un buteur de prédilection. Moi, je suis actuellement un attaquant polyvalent. Je me déplace de gauche à droite et c'est cela un vrai compétiteur. Je travaille avec mon entraîneur pour pouvoir toujours me situer au bon moment. Malgré ses statistiques notables, son entraîneur Alassane Dia attend plus de lui. Si je vous dis qu'Adama n'est pas encore à 100% de ses possibilités, vous me direz mais c'est pas possible. Donc ça veut dire que voilà, on lui laisse le temps aussi. De pouvoir en tout cas tout doucement faire son bout de chemin et puis on verra à la suite. Pour le moment on se contente de ce qu'il est en train de faire et c'est de bonnes choses qu'il fait quand même. Capitaine de l'AS Pikine, Badara Ndione n'est pas surpris par la réussite de son coéquipier. Adama est un bosseur, il peut marquer 2 à 3 buts par match. Il connaît bien le championnat et il sait comment se déplacer. Il se démène à l'entraînement pour pouvoir être performant en match. Le challenge qui reste désormais à Adama Mbaye est de voir sa carrière avec les sélections nationales prendre le bon envol. Une légitimité que pourrait lui offrir un titre de champion. C'est la fin de cette édition. À 21 h, vous aurez Litchi Penchebi sur la maladie Ebola. Le virus qui a déjà fait 60 morts en Guinée tape aux portes du Sénégal. El Hadj Assane Gueye en discute avec ses invités. Il s'agit de Momardao Askosen, du docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, d'Ali Fall, journaliste au quotidien, et de Saliou Faydaf de l'hôpital général de Grand Yoff. Le 0h sera assuré par Ibrahim Kane et l'info continue sur votre site www.gfm.sn. Au revoir Léa. Au revoir Sarah. Merci à tous, à demain.